Madame, monsieur, bonsoir, rebonsoir. Si vous étiez déjà avec nous, voici les titres de ce lundi. La suite de la visite de Jean-Luc Mélenchon en Guadeloupe. Le candidat à la présidentielle poursuit sa campagne. Il s'est rendu notamment au Memorial Act à Jean-Luc Mélenchon qui nous a accordé un entretien. Ouvrons à présent la page politique de ce journal avec la suite de la visite en Guadeloupe de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise tient meeting en ce moment au Gosier. Dans la journée, il s'est arrêté au Memorial Act pour une double rencontre avec le climat puis l'histoire entre art et résistance. Alex Robin et Daniel Kérin. C'est le passage désormais obligé des personnalités qui visitent la Guadeloupe autour du candidat de la France insoumise de se faire présenter le mémorial. Jacques Martial, en maître de cérémonie, répète sa partition architecturale, une représentation de la résistance guadeloupéenne, mais aussi la lutte contre les grandes causes de notre époque, illustrée par le travail de l'artiste Guy Gabon, qui, à sa manière, lance l'alerte contre le désordre climatique. Tous les moyens d'alerte sont bons, remarque. Voilà. Moi, voilà ma part. Je fais ma part. C'est bien. Et je renvoie chacun à sa part. Oui, oui, bien sûr. Je crois que c'est une conscience collective et individuelle. Oui. Chaque geste compte. C'est vrai que chaque message d'alerte est essentiel et indispensable. Des engagements militants qui permettent à Jean-Luc Mélenchon d'effleurer sa philosophie politique en matière environnementale. La conscience, évidemment, c'est vrai, va jouer un rôle déterminant, mais la décision collective, la décision politique, elle est vitale. Elle est essentielle. Or, elle continue à être prise comme si de rien n'était. Comme si la vie allait continuer comme ça tout le temps. Un fléau des temps modernes que le leader politique met en parallèle avec ce passé qu'il observe à travers cette visite du mémorial. Symbole de résistance et de liberté trop longtemps ignoré. Ce même mur de la volonté de ne pas savoir qui fait obstacle à l'humanité, à la part de nous-mêmes qui nous appelle à agir. Voilà, c'est un très beau monument et il est si bien présenté que j'en suis déjà tout ému. Le cœur serré, la visite de l'exposition commence. L'ambiance est particulière. Et le candidat à la présidentielle est notre invité ce soir. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, que retenez-vous de cette visite au Memorial Act? Oh, c'est un moment qui a été très intense pour moi. Je ne suis pas sûr que la poussière des émotions ait fini de se déposer. Je vais vous dire une chose. C'est un très bel équipement. On disait des cathédrales que c'était des machines à prier. Eh bien, je crois que vous avez là une machine à conscientiser. J'ai vraiment retenu cette magnifique leçon. Les personnes mises en esclavage n'ont jamais accepté leur sort. Jamais. Quand bien même elles l'ont payé si cruellement et si chèrement, elles ont toujours été en état d'insoumission et il fallait sans cesse pour leur maître les surveiller. C'est une leçon d'humanité extraordinaire. Nous sommes vraiment rendus à nous-mêmes quand nous refusons de nous soumettre. Alors, on en vient maintenant à la politique. Vous êtes le leader de la France insoumise. Que serait l'outre-mer, voire la Guadeloupe insoumise? L'avant-poste d'une politique, c'est ce qui change tout. Au fond, vous avez à choisir entre deux orientations. L'une considère que vous devez être compétitif, flexible, etc., et que vous êtes l'endroit où arrivent les marchandises d'Europe, qui vous considèrent comme région ultra-périphérique, à destination du continent qui est en face. Pour que ça marche, il faut abattre toutes les barrières douanières, et donc les marchandises vont dans l'autre sens. À l'aller et au retour, toute économie locale sera détruite. Je vous le dis, toute économie locale sera détruite. Dans ma vision, vous êtes l'avant-poste, et non plus la région ultra-périphérique. Avant-poste parce qu'une île est une loupe, donc je vous dis, l'objectif est autonomie énergétique en 10 ans, autonomie alimentaire. Et ce que vous saurez faire, qui va créer naturellement des dizaines de milliers d'emplois, eh bien ce sera autant de sciences et de techniques acquises pour la métropole et pour les pays de la Caraïbe, dans laquelle je pense que les Français devraient être beaucoup plus présents et pas simplement en jouant le rôle d'une vitrine de l'Europe. Non, en étant protagoniste direct de la réalité géopolitique de cette zone. Voilà ce que je veux. Alors, l'égalité pour les Outre-mer, vous en parlez souvent. J'ai parcouru votre programme, M. Mélenchon. Parmi les points qui ont attiré mon attention, il y a la prime de vie chère, alors que certains menacent de la supprimer. Alors, vous pensez la garder et peut-être même l'étendre justement aux bénéficiaires des minima sociaux et du minimum vieillesse. Comment allez-vous vous y prendre? Mais écoutez, réfléchissons tranquillement à cette question, il faut la dépassionner. La vie est-elle chère, oui ou non? Oui. Bon, alors si elle l'est, au point qu'on ait imaginé une prime pour les uns,
c'est qu'il y avait une raison. Mais alors pourquoi pas pour les autres? Car la vie est chère pour tout le monde. Donc je pense que non seulement elle est légitime, cette prime, mais qu'il faut songer à tenir compte de la même difficulté pour les petits revenus. Mais la vérité, je veux quand même que ça se sache, c'est que je ne viens pas vous faire des promesses. Je viens vous enrôler, si vous voulez, hein, parce que nous sommes en démocratie, donc vous pouvez le refuser. Vous enrôler pour un plan beaucoup plus ample, où l'outre-mer trouve son compte, parce que la métropole y trouve aussi son compte. Si vous êtes capable de produire les ingénieurs, les techniciens, femmes et hommes de haut niveau, pour passer à 100% d'énergie renouvelable ou à une agriculture autosuffisante, tout ce personnel-là sera un personnel qui va produire. Donc il va produire aussi des taxes, des impôts et des revenus. Si bien qu'on va sortir de cette impression qu'on est en train d'aider ou d'assister. J'ajoute que la formation des prix ici est quand même hautement scandaleuse. Hein. Alors autant le dire, personne n'ose le dire. Eh bien, je ferai ici comme je compte faire en métropole. Il y a des limites, c'est-à-dire qu'il y aura des coefficients multiplicateurs qui seront autorisés. Il n'est pas normal qu'un litre de lait qui est payé bien moins que 1 euro à un producteur finisse par se retrouver dans un rayon en valant 10 fois, 20 fois ou 100 fois la somme. Ce n'est pas possible. Vous me comprenez, peu importe les chiffres que je donne. Eh bien, je ne l'accepterai pas. Il y aura donc des coefficients multiplicateurs qui interdiront que certains, comme ça, prennent temps. J'ajoute aussi que la fête est finie pour ceux, si c'est moi qui suis élu, pour ceux qui comptent sur la défiscalisation pour se payer leur yacht, leur navire de présence et tous ces autres investissements réputés être utiles pour l'outre-mer qui leur permettent d'avoir des dégrèvements fiscaux. Et vous ne craignez pas justement de vous attirer les foudres des épargnants touchant à la défiscalisation ? Eh bien, les épargnants qui ne seront pas contents iront faire valoir leur colère par des bulletins de vote contre moi, le moment venu. Mais en attendant, dites-moi, est-ce que vous trouvez normal qu'on donne 1 milliard, s'il vous plaît, pour l'ensemble des Outre-mer, ça représente 1 milliard d'euros qui sont donnés à des gens en particulier qui ne sont même pas obligés d'investir sur place le dégrèvement fiscal qu'ils ont. Eh bien moi, je préférerais que, tant qu'à faire, l'État donne ce milliard aux collectivités locales. Par exemple, ici, il va falloir que vous refassiez tout votre réseau d'eau potable. J'espère que tout le monde l'a bien compris. Vous êtes obligé de le refaire. Qui va payer? Est-ce qu'on va demander ça à la population qui est ici en disant, bah, écoutez, pendant 50 ans, personne n'a rien fait, alors maintenant, sauf payer, et maintenant, vous allez encore payer la réparation? Non, c'est forcément la patrie commune. Tous les Français ont intérêt à ce qu'on ait de l'eau potable courante ici à la Guadeloupe. Et bien voilà des exemples de l'argent bien utilisé. Alors, M. Mélenchon, un autre point très important de votre programme, l'économie bleue. Justement, au-delà des mots, compte tenu de la réalité d'aujourd'hui, ça serait une véritable évolution. Beaucoup en parlent, justement, et toujours rien. Quelle sera votre stratégie, justement, pour concrétiser cette économie de la mer? D'abord, je crois que j'ai réussi à imposer le thème dans le débat en métropole. Alors évidemment, ici, le thème est banal. Pour vous, vous vivez entouré d'eau, donc ce n'est pas un sujet très original. Néanmoins, ce qui reste original quand même pour vous, c'est qu'il ne se fait pas grand-chose en matière de passage à 100% renouvelable. Donc, comment peut-on procéder si on ne veut pas se payer de paroles continuellement? Il faut donner un objectif et dire on a tant d'années pour y arriver. Mettons qu'on dise 5 ans pour obtenir tel résultat, 10 ans pour être à 100% de renouvelable. À partir de là, tous les chefs d'entreprise, toutes les entreprises, toutes les collectivités auront de la visibilité. Le capital à trouver pour passer au 100% renouvelable n'est pas difficile à trouver. Il y a beaucoup d'argent en France. Je pense par exemple aux milliards de l'assurance vie qui pourraient s'investir là-dedans très facilement. Il y a 1500 milliards là-dedans, c'est vous dire. Et puis bien d'autres moyens, la Banque française d'investissement qui se finance auprès de la Banque centrale européenne. Et donc nous pourrions dire, voilà, ici nous allons atteindre l'autonomie énergétique en 5 ans ou 10 ans. Vous savez de qui je tiens cette idée? D'un Ilien, l'éminent Paul Vergès, paix à ses cendres, qui n'est plus des nôtres. C'est lui qui a inventé le premier plan d'autonomie énergétique pour l'île de la Réunion. Donc on peut parfaitement le faire en Guadeloupe. Ça crée beaucoup d'emplois et ça nécessite qu'on planifie, c'est-à-dire qu'on organise la formation des jeunes gens pour qu'ils soient prêts à temps. Jean-Luc Mélenchon, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer.